Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal. Aujourd'hui, à l'occasion des élections municipales de 2026, nous recevons la maire sortante et candidate Sophie Joissains. Madame Joissains, bonjour et merci du coup d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonjour et c'est toujours un plaisir de venir sur le plateau d'Anonymal. Eh bien écoutez, c'est avec le contexte des élections municipales que nous vous accueillons aujourd'hui pour traiter des enjeux et du fonctionnement aussi un peu de cet événement qui approche à grands pas dans une dizaine de jours. Donc, je le disais, vous êtes maire sortante et candidate sous le parti UDI, Union des droites indépendantes. Vous avez annoncé dès 2023 que vous souhaitiez vous présenter en tant que candidate et vous n'avez officialisé votre candidature qu'en février, début février 2026. Tout début. Tout début, le 6 février, si je me rappelle bien, lors d'une conférence de presse. Pourquoi ce choix d'avoir attendu le début février, donc à un mois et demi seulement avant? Je ne voulais pas mélanger les élections municipales et en même temps le travail de maire, de présentation des vœux à la population, aux différents corps, parce que simplement c'était pas un mélange des genres propice, voilà, tout simplement. D'accord. À propos du coup de ces élections, il y a un sondage qui était sorti donc quelques jours après l'officialisation de votre candidature, donc le 13 février, qui vous annonçait avec 34% des intentions de vote au premier tour, suivi par le candidat socialiste M. Pénac avec 21% et le candidat RN avec 20%, M. Gégère. Comment vous analysez ce rapport de force? Comment vous avez reçu ce sondage? Je dirais qu'on est dans une société qui malheureusement se clive de plus en plus. Et l'un de mes efforts principaux sur Aix, c'est justement d'essayer de contenir ce clivage de manière à ce que tout le monde puisse quand même vivre en bonne entente. Voilà. Donc après, j'ai pas été surprise par les scores. Parce que les dernières législatives les annonçaient déjà de cette manière-là. Très bien. Concernant la liste, donc votre liste, vous l'avez déposée donc passionnément avec soi. Vous l'avez déposée il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les partis qui sont présents au sein de cette liste? Alors en fait, moi j'ai surtout choisi des personnes. Alors c'est une liste divers droite qui comprend à la fois des partis du centre, des partis de droite avec LR, bien sûr, mais aussi beaucoup de sociétés civiles. Et je pense que c'est ce mélange qui fait que finalement tous les Aixois sont représentés. Et c'était pour moi très important. Pour vous, c'était important cette composition de liste, de ne pas en fait afficher les partis? Oui, je pense qu'on est d'abord des Aixois, tout simplement. Très bien. Et pour cette composition, est-ce que vous avez eu le soutien ou l'aide de votre mère Marie Joissains Massini, qui était donc maire jusqu'en 2020? Quel rôle est-ce qu'elle a joué? Est-ce que c'est... Alors non, pas sur la composition de la liste. Elle m'a dit, je soutiens, et elle soutient à fond, bien sûr, mais dans le même temps, non, elle me laisse faire totalement. Elle m'a dit, moi, je lui ai même proposé de figurer en dernière position, de manière symbolique et forte sur la liste. Elle m'a dit, non, moi j'ai tourné la page, mais je suis là en soutien total. Très bien. Pour revenir du coup sur les enjeux de ces élections municipales, donc il y a une thématique qui revient régulièrement, c'est celle de la sécurité. C'est vraiment l'enjeu dont tous les candidats parlent. À ce propos, en quoi cet enjeu il est primordial? Alors, je pense que nous sommes dans une société très anxiogène. Et il y a beaucoup d'événements internationaux qui viennent troubler la représentation géopolitique que l'on se fait de la France et du monde. Dans le même temps, il y a des problèmes nationaux, notamment au niveau budgétaire. Donc, il y a ce climat d'anxiété profond, avec aussi une montée de violence due principalement au narcotrafic. Donc, il est évident que les efforts sur la sécurité sont importants pour simplement pour le citoyen français et évidemment pour les habitants d'Aix. Donc l'idée, ça a été pendant ces 5 années de mandat, donc d'augmenter les effectifs de police municipale, de faire en sorte d'acquérir 2 postes mobiles opérationnels qui permettent aux agents de PM de sillonner les quartiers et villages, de continuer la coopération très forte que nous avons avec la police nationale et en même temps de faire en sorte que Aix-en-Provence, qui est quand même une ville où il y a une tranquillité de vie, où il y a une certaine douceur qui est reconnue par tout le monde, et bien que cela perdure, que cela demeure et que le citoyen, l'habitant puisse sortir de chez lui, exercer ses libertés en toute tranquillité.
Justement, vous parliez des 2 bases de police municipale. Ça fait partie de votre programme Alors, ça, c'était le bilan. D'accord. Voilà. Sur le bilan, il y a eu aussi le dispositif voisin vigilant qui est passé de 17 à 32. On a aujourd'hui 147 effectifs de police municipale, dont 138 sont opérationnels. Il y en a 11 en recrutement qui arriveront dans les 2 mois à venir. On installe aussi des caméras LAPI aux entrées et sorties de ville, de manière à ce que... Voilà, ce sont des caméras qui permettent de photographier les plaques d'immatriculation et de faire en sorte que dès qu'il y a une voiture recherchée ou suspecte, les informations aillent directement à la police nationale. D'accord. Ce qui, évidemment, avec le narcotrafic, c'est beaucoup structuré sur la ville de Marseille, effectivement, cela ne puisse pas faire tache d'huile. Dans le même temps, il y a beaucoup de patrouilles à pied, un peu partout dans la ville, mais ça se fait de manière apaisée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'affoler les habitants. Ce que j'ai envie de faire en revanche, c'est qu'effectivement tout le monde puisse être en tranquillité. Aix est une ville qui connaît des problématiques, mais Aix n'est pas une ville de délinquance majeure non plus, même s'il y a des problèmes, évidemment. Alors sur le programme, il s'agit de continuer à augmenter les effectifs en moyenne de 10 agents par an, ce que nous faisons depuis 5 ans, et dans le même temps, parce qu'il faut bien accueillir ces effectifs, de construire un nouveau commissariat de police municipale avec 2 bases, une au sud et une au nord. D'accord. Pour ce projet, où est-ce que vous comptez trouver les sources financières? Parce que vous annoncez également dans votre programme qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Non. Le pouvoir d'achat des Français et des Aixois compte. Mais du coup, comment il y a des partenariats. D'accord. Il y a des partenariats financiers avec les autres collectivités, bien sûr. Qui ont un rapport avec la métropole, du coup? Ça peut être la métropole, le département, la région. Oui, il y a des participations sur ces dispositifs. D'accord. Qui sont déjà... Et puis sur la prévention aussi. On agit... là, nous venons d'être nommés ville pilote avec 2 autres communes de France pour justement repérer les enfants qui pourraient être en situation de bascule par rapport à la délinquance, et notamment par rapport au narcotrafic. Quand je dis des enfants, je parle aussi surtout de jeunes adolescents. Justement, à propos du narcotrafic, le candidat M. Pena avait dit qu'il vous trouvait dans le déni à propos de cette thématique. Quand j'ai obtenu 12 agents de police nationale du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, Marc Pena, en conseil municipal, a fait mine qu'on n'en avait pas besoin. Non, je crois que c'est un thème un peu opportuniste quand même, parce que moi, je ne sonne pas le clairon, mais en fait, j'agis sur le terrain depuis 5 ans. Parce que du coup, on rappelle, vous aviez repris le poste de maire après la démission de votre maire, donc en 2021. Oui, c'est bien ça. Toujours donc dans la thématique et les enjeux de ces élections, il y a également la question du logement qui revient très souvent à Aix-en-Provence. Pour un interview avec la Marseillaise, vous aviez affirmé « Je ne veux pas que ma ville ressemble à toutes les autres » en parlant justement de la construction et l'extension des infrastructures en ville. Comment est-ce que vous comptez concilier cette vision de la ville avec justement cette effective crise avec du la logement? Nécessité effectivement d'avoir des logements qui soient aussi des logements intermédiaires, à coût maîtrisé. Nous avons l'obligation par la loi SRU de construire 25% de logements sociaux sur l'existant. Auquel vous souhaitez ajouter 15%. J'ai déjà ajouté. Vous avez déjà ajouté, bien sûr, d'accord. Nous avons déjà ajouté dans la charte du bien construire les 15% de logements intermédiaires. Il s'agit de reconstituer en fait la chaîne du logement. Nous avons une ville où effectivement le coût du logement est cher, ou bien du logement social. Sauf que sur l'intermédiaire, ça pêche. Donc il faut que les gens puissent effectivement se loger, que les habitants puissent se loger parfois dans du logement social, mais qui puissent aussi, à un moment donné, sortir du logement social pour se loger dans du logement à coût maîtrisé et enfin, peut-être un jour, effectivement, se loger dans le privé. Qu'est-ce que vous entendez par logement intermédiaire ? Ce sont des personnes qui ne rentrent pas dans les critères d'obtention d'un logement social, D'accord. mais qui, en même temps, n'ont pas forcément les moyens pour se loger dans le privé. Ça concerne principalement les jeunes ménages. D'accord. Et donc, pour la construction de ces 25% de logements sociaux plus les 15% d'intermédiaires, vous comptez les construire, enfin en tout cas, vous dites les avoir déjà construits, mais pour l'effective crise actuelle, enfin, où est-ce que vous comptez construire ? Est-ce que vous comptez construire davantage même ? De toute façon, il faut construire. Mais je suis pour une ville avec un développement maîtrisé. C'est-à-dire, Aix-en-Provence est quand même une très belle ville. Et on n'a pas envie que finalement,
on vienne visiter l'hypercentre et que le reste de la ville soit totalement bétonné. Donc mon idée, elle est à la fois, puisqu'on a quand même mis en terre de nature et on a rendu à la nature, je dirais 90 hectares au niveau du PLU. L'idée, c'est d'étaler la ville de manière maîtrisée. C'est notamment le projet de la Constance, qui en même temps sera un projet bioclimatique avec 45 hectares sur les 90 disponibles et un grand poumon vert à l'intérieur, des mobilités douces et une manière de construire qui permette, je dirais, à toutes les nouvelles données climatiques de pouvoir être supportées par les habitants. Parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui des températures qui sont quand même très très hautes au niveau de l'été et il faut construire d'une manière différente et toujours dans des matériaux qui soient nobles. Très bien. Voilà, c'est l'idée, et de pouvoir préserver justement toutes ces respirations, tous ces petits jardins qui font la qualité de vie d'Aix-en-Provence. Puis en même temps, nous sommes en train de mettre en place une foncière pour acquérir des logements dans le centre-ville, qui sont des logements parfois vétustes, de manière à les réhabiliter et justement à pouvoir les louer à coût maîtrisé pour les habitants. Très bien. Pour revenir du coup sur le projet de la Constance, c'est un projet qui avait émergé sous le mandat de Marie Joissains en 2015-2016, même si le territoire avait été vu comme potentiellement constructible dès les années 1990. Mais pourquoi un retard de ce projet? Qu'est-ce qui aujourd'hui Alors bloque? ça a été en 98, ça a été une zone décrétée à urbaniser. Et c'est vrai que la concertation a duré à peu près 12 années. C'est un terrain sur lequel le peintre Cézanne est venu peindre, mais c'était un terrain privé, avec une ligne à haute tension quand même, ce sont des terrains privés, pardon, avec une ligne à haute tension qui barre aussi le paysage. Dans le projet qui est le nôtre, il n'y aura plus la ligne à haute tension, et il y aura ça sera un quartier unique, parce qu'en même temps avec un parcours culturel et artistique. C'est-à-dire qu'avant de faire un plan d'urbanisme pour ce quartier, on a demandé à un grand spécialiste de Cézanne, qui s'appelle Monsieur Denis Coutagne, de tracer ce qu'on appelle les cônes de visibilité. D'accord. C'est-à-dire tous les endroits où le peintre a peint, de manière à ce qu'il n'y ait pas de barrière visuelle et qu'on puisse conserver l'héritage. Qu'on puisse effectivement avoir cette vision qui a été la sienne au moment où il a peint certains tableaux. Et ce sera donc émaillé d'un parcours culturel très intéressant qui ne fera que prolonger finalement le parcours cézannien avec l'atelier des Loves, la Bastide et la ferme du Jas de Bouffan. Quand est-ce que vous comptez arriver à terme de ce projet? Quelles sont les perspectives de livraison? C'est un projet qui va mettre quelques années quand même. Là, on attend la fin des recours. Nous avons eu toutes les autorisations environnementales, préfectorales, et il y a des recours qui ont été déposés, ce qui est dans la logique des choses, d'autant plus à la veille des élections municipales. Et ça va nous permettre de commencer à construire dès qu'effectivement les recours seront éteints. Très bien. C'est à peu près 3600 logements. 3600 logements, oui, pour 10 000 habitants à l'horizon 2033. En regardant le rapport, c'était... À peu près, c'est ça. D'accord. Ce sont les ratios. Concernant les transports et les mobilités douces, est-ce qu'elles vont être mises en place pour justement permettre... Évidemment. Évidemment. Tout ce qu'on appelle les voies, les pistes, les bandes cyclables, et dans le même temps, le BHNS. Oui, voilà. Alors justement, pour les prérogatives qui concernent les transports en commun, j'aimerais qu'on fasse un parallèle éventuellement avec la métropole, donc, qui a été créée en 2016 et qui regroupe plusieurs communes sur le territoire des Bouches-du-Rhône. 92, pour être très précise, effectivement. Vous décriez généralement ou souvent cet organisme en raison des prérogatives qui sont retirées aux communes pour le profit de la métropole. Donc j'en conclus que vous souhaitez éventuellement récupérer certaines... En fait, je crois que l'ensemble des maires souhaitent qu'il y ait une coordination très étroite avec leurs propres compétences. Il se trouve, par exemple, sur le problème de l'enlèvement des ordures ménagères... qui est une thématique, pareil, qui revient très souvent. Qui revient très, très souvent, et partout, pas simplement sur Aix, sur les 92 communes. Parce que les communes ont gardé la maîtrise du nettoiement. Heureusement. Ouais. Mais dans le même temps, il y a une coordination étroite qui doit se faire au niveau des horaires, ne serait-ce que cela, avec cette collecte. Parce que si effectivement on lance des sacs dans la benne et puis que les sacs s'ouvrent et qu'il y a des détritus qui tombent sur la route, si le nettoiement ne passe pas juste après, ça crée un moment où les rues sont sales, par exemple. Dans le même temps, sur les encombrants, c'est la même chose. Là, la ville a été obligée de payer 250 000 € une société privée
pour avoir une réactivité qui corresponde effectivement au dépôt d'encombrants. D'accord. Voilà. Donc, il y a toute une coordination à mettre en place. Et il est vrai que sur un seuil de 92 communes, c'est plus difficile que de le mettre en place à l'échelle de la commune, tout simplement. Et c'est possible, justement? Enfin, est-ce que c'est envisageable de récupérer ce type de prérogatives? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont envisageables. Je suis d'un naturel très optimiste. Vous êtes en négociation déjà avec la métropole? Enfin, est-ce que c'est une thématique, du coup, que vous avez pu mettre sur la table? Qui est celle de tous les maires aujourd'hui. D'accord. Donc, je pense que, naturellement, il y a des arrangements, une manière de fonctionner qui devra effectivement évoluer. Très bien. Concernant les projections, et en tout cas pour revenir principalement sur les élections municipales de 2026, donc le candidat Philippe Klein, membre du Parti Horizon, est parti seul pour ces élections. La question que je pense on vous pose souvent, mais est-ce qu'une alliance est possible au second tour avec ce candidat? Écoutez, moi je suis pour que chacun parte sous ses couleurs et qu'une fois qu'une liste est constituée, il y ait une véritable continuité dans la cohésion. Parce que quand il y a une élection et qu'après tout le monde doit se mettre au travail, il faut une véritable cohésion d'équipe. Avec Philippe Klein, au départ, il y avait une amorce et puis je pense qu'il voulait en fait partir tout seul. Donc voilà, Philippe Klein continue sa route et nous continuons la nôtre. Très bien. Pour revenir sur le sondage et donc faire le parallèle avec les élections, si on cumule les pourcentages des listes de gauche, elles arriveraient à 38% des intentions de vote au premier tour. Avec votre 34% d'intention de vote, est-ce que vous craignez une union de la gauche au second tour? J'ai l'impression que les instances du Parti socialiste se sont affirmées comme très opposées pour une union avec LFI. Donc je ne sais pas ce qui va sortir des urnes. Nous verrons. Vous n'avez aucune crainte concernant le second tour? Pour moi, une élection, c'est une élection, jusqu'au bout. Donc il faut se battre sur un projet, avant tout. Et je crois que c'est là le plus important. Après, il sort des urnes, ce qu'il sort des urnes, ce que les citoyens, les habitants souhaiteront. Dont on rappelle que le premier tour, du coup, est le 15 mars et le second tour, le 22 mars. C'est tout à fait ça. On ça. arrive, du coup, à la fin de l'interview. Question... Déjà oui, déjà. Question de fin, enfin, un petit mot de la fin. Quelle image est-ce que vous espérez avoir laissé aux Aixois si vous n'êtes pas réélu? Et quelle image souhaitez-vous donner si vous êtes réélu pour un second mandat? Est-ce que ce serait une image de continuité, de renouveau? Alors, une image d'équilibre, de stabilité, de rayonnement de notre ville aussi. Et je pense que nous avons beaucoup travaillé pour vivifier le secteur culturel, pour le secteur sportif aussi, avec la Pleine Nature Carcassonne, le passage de la Flamme Olympique notamment. Nous avons eu de nombreux labels, une quarantaine sur l'ensemble de ces 5 années. Et l'idée, c'est toujours de pousser l'ensemble des Aixois vers l'excellence, quels que soient les domaines abordés. Et en même temps, de laisser personne au bord du chemin. Je pense qu'il y a 2 notions là qui sont pour moi très consubstantielles, qui sont en fait ce que je ressens de la démocratie. Je ne veux pas d'une paupérisation du territoire, je ne veux pas d'un misérabilisme, je veux que tout le monde puisse bénéficier, je dirais, des atouts de notre ville. Et c'est le sens de la rénovation urbaine telle qu'elle vient de se terminer sur Corcy, telle qu'elle a été terminée il y a quelques années à Besson, telle qu'elle est en cours aujourd'hui sur Ancagnane, avec la construction de la place Romée de Villeneuve, que j'ai souhaité dans de très beaux matériaux, les mêmes qui sont sur le faubourg Sextius. C'est une idée d'élévation de chacun. Voilà. Et de participation, de partage, de fraternité, je dirais, tout simplement. Et on terminera sur ces mots, Madame Joissin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir pris le temps de revenir sur les thématiques de ces élections. Elles sont encore nombreuses. Et elles sont encore nombreuses, effectivement. Mais du coup, je pense que les électeurs pourront retrouver l'ensemble de votre programme sur votre site et auprès de votre local de campagne. Merci à la régie, merci à vous, chers spectateurs. Merci à vous, merci à Anonymal, merci à vous et merci à la régie. Merci, et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur ce plateau avec de nouveaux candidats. Au revoir.